Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referralsquad.io. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Donc Marine et Agathe, bonjour. Enchantée. Bonjour Alexandre. Marine, Agathe, vous travaillez chez Ignition Programme, donc vous allez m'expliquer ce que vous faites. Mais d'abord, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Qui veut commencer, Marine ? Si tu veux. Donc moi, je suis team leader account manager chez Ignition Programme. J'ai rejoint Ignition il y a 3 ans. Et j'ai un background qui n'a absolument rien à voir en mécanique. Donc voilà, tout est possible. Ah ouais, ça tu m'avais pas dit ça en préparant l'épisode. Agathe, toi, qu'est-ce que tu fais chez Ignition ? Moi, je suis account manager, sales account manager chez Ignition Programme depuis maintenant bientôt 2 ans. Et pareil que Marine, j'ai un parcours un petit peu alambiqué. Et je suis assez fière de ça. J'ai commencé ma carrière par une hippocagne et une cagne. Je m'étais destinée à une carrière dans la traduction. Et finalement, je suis sales. Donc, pareil que Marine, tout est possible et j'envoie un petit peu d'espoir dans ce podcast. Ok, merci Agathe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que fait Ignition Programme ? Je t'en prie, Agathe. Avec plaisir. Ignition Programme, c'est majoritairement un cabinet de recrutement à destination des startups depuis bientôt 10 ans. Donc nous, notre cœur de métier, effectivement, c'est le recrutement. On aide des entrepreneurs à mieux recruter et surtout on les accompagne pendant tout le processus de recrutement, donc du sourcing au closing. Et en parallèle de ça, on propose aussi une formation aux jeunes managers et aux entrepreneurs. L'idée, c'est de les aider à monter en puissance sur leur management et sur leur leadership. Ok, très bien. Donc, recrutement, management, coaching. Alors, ça tombe bien, tu me tends la perche pour le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de management et notamment, on va parler des leviers pour optimiser le management d'une équipe de commerciaux. Pourquoi vous vouliez aujourd'hui me parler de ce sujet ? Marine, peut-être ? Ouais, alors quand on a commencé à parler avec toi, ce qui m'est venu tout de suite, effectivement, c'était plutôt autour de ce sujet-là. Moi, personnellement, c'est ce qui m'anime le plus et dans ma jeune carrière, c'est vraiment la chose que je trouve la plus intéressante et la plus fine à toucher du doigt, et notamment pour les sales et qui étant vraiment alors pas pour tous les business, mais souvent le cœur de la machine. Je trouve ça quand même très intéressant d'aller voir quels sont les leviers qu'on peut avoir sur ce genre de personnes, de persona, quoi. Ok. Et Agathe, toi aussi, tu as les mêmes intentions avec le sujet ? Ouais, carrément, et peut-être du coup un regard un petit peu de l'autre côté, si je puis dire, dans le sens où effectivement, en tant que manager, on a des attentes, des besoins aussi, et du coup, c'est plus mon envie, c'est plus de dire qu'en fait, il y a des choses à mettre en place, il y a une relation à construire et très rapidement pour que ça se passe bien, tant d'un point de vue perso que d'un point de vue performance. D'accord.
Marine, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose parce qu'on l'a pas dit dans notre présentation, mais en fait, je manage Agathe depuis qu'elle est arrivée chez Ignition et c'est ça qu'on trouve aussi intéressant, c'est de pouvoir avoir les 2 pans et d'avoir un peu les anecdotes des 2 côtés aussi, de qu'est-ce qui marche moins bien potentiellement. Très bien, bon, bah, c'est super. On a vraiment un manager, un manager, donc on va pouvoir voir différents angles. Alors, je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent. Dedans, on va sans doute avoir des managers, des directeurs commerciaux qui ont une équipe et qui ont plusieurs problématiques. Donc, on va essayer d'aborder les différentes problématiques. Est-ce que dans les leviers d'optimisation du management, il y a déjà des fondamentaux à avoir, des bonnes pratiques auxquelles vous pensez tout de suite quand je vous pose la question comment aider des managers à mieux accompagner leurs équipes? Mmh. Bah, justement, en y réfléchissant un petit peu, avant aujourd'hui, ce que je me disais, moi, la 1re chose que je fais par rapport à ça, ça intervient dès la phase de recrutement où, ce que je trouve très important, c'est l'alignement et du coup l'explicitation des attentes des 2 côtés et c'est vrai pour tous les postes, mais je trouve que c'est encore plus vrai pour des sales, avec, le côté, d'un sales qu'on recherche un peu derrière, qui est très lié aussi aux motivations, aux envies et tout ça et du coup, c'est quelque chose que je vais très vite questionner en recrutement sur en fait quelles sont toi tes attentes vis-à-vis de ton futur manager et moi qu'est-ce que j'attends en retour et qu'est-ce qui est essentiel. Et notamment un truc qui, je trouve, marche très très bien pour moi et notamment pour nous avec Agathe, c'est le côté care un peu réciproque, à savoir, évidemment, moi, mon but, c'est qu'elle aille bien, qu'elle se développe et tout ça. Et en fait, comment est-ce qu'on rend la relation très réciproque et en fait, on crée une vraie relation qui va dans les 2 sens et pas simplement descendante comme on peut le voir parfois. Donc ça, c'est un des premiers trucs qui a très, très bien marché pour nous. Et j'ai aussi beaucoup utilisé ce qu'on appelle, le processcom. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler, mais c'est un outil un petit peu type MBTI ou DISC couleur, Ouais. qui permet de cerner vraiment les personnalités, ce qui marche très bien aussi en termes de motivation chez chacun. Et je pense notamment à une autre personne de l'équipe qui, moi, était très un peu dans le jeu, dans le challenge, et où du coup, moi, c'était pas tout à fait mes premiers niveaux de compréhension, justement. Donc, on s'est retrouvés sur cette partie-là. Et du coup, qu'est-ce que je mettais en place, notamment à son arrivée, pour le motiver via ce challenge-là. Voilà, c'est un peu des choses que j'utilise pas mal sur le côté être sûr que moi, je réponds à leurs besoins et eux répondent aux miens dès le début et on en parle assez souvent en vrai. D'accord. Donc le process com, je le mettrai dans les notes du podcast. Tu leur fais passer les process com une fois qu'ils sont embauchés, c'est ça? Souvent, alors en fait, ça a un peu changé. Avant, on le faisait au tout début. Maintenant, on le fait une fois qu'ils ont fini la période d'essai. Ok. Voilà, mais ça marche. C'est vraiment, ça peut être utilisé pour plein de choses, mais dans le management, le côté comment est-ce qu'on sort aussi les gens des périodes de stress ou de cercles un peu vicieux, c'est super pratique pour ça. D'accord. Donc déjà, ça commence au recrutement. Mm. Toi, Agathe, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, sur ce thème? Ouais, totalement. Moi, j'avais envie de partager la surprise que j'ai eue quand je suis arrivée chez Ignition Programme et qu'on m'a sondée. Je me suis sentie vachement écoutée quand on m'a demandé quelles étaient mes attentes et mes besoins aussi d'un point de vue management. En fait, c'est un peu comme si j'allais dire redécouvert, mais finalement, c'est plus découvert ce que c'était le management. Moi qui pensais que c'était plutôt une relation descendante, c'est chez Ignition que j'ai appris que c'était une relation un peu qu'on construisait ensemble une relation et que le manager n'était plus le responsable de la relation avec son manager. Ok, très bien. Donc recrutement, après j'imagine qu'une fois qu'on a recruté les commerciaux, on va arriver dans une phase d'abord d'onboarding. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour que dans la motivation des collaborateurs, à un moment donné, effectivement, je pense qu'on a des choses à faire dans l'onboarding. Qu'est-ce que vous pouvez apporter là-dessus Ouais. Il y a peut-être 2 choses, je m'occupe de la première et puis je laisserai Agathe sur la deuxième. Mais moi, ce que j'utilise beaucoup et qu'on leur présente aussi dès le début, c'est ce qu'on appelle, le management situationnel qui permet en fait de décrire en fait quelles sont les différentes phases par lesquelles on va passer, dans la montée en compétences et du coup, quel type de management on va adapter en fonction de là où on en est dans la montée. Typiquement, au début, c'est beaucoup, faire voir
et donc c'est le manager qui montre et qui décide, quoi. Et en fait, plus ils vont monter en compétences, plus on va passer dans du faire avec. Donc on le fait ensemble et c'est au début moi qui prends une décision, puis toi. Et puis à la fin, quand il commence à être autonome, c'est vraiment je suis là pour que tu me consultes si tu as besoin, et après c'est toi qui prends tes décisions. Donc voilà, de bien expliciter ça dès le début, ça permet de donner un peu de la visibilité sur quel type de management on va vraiment adapter avec eux, que ça va pas toujours être la même chose. Typiquement, pour revenir un peu au process com, ceux qui sont un petit peu rebelles dans l'âme ont toujours un petit peu du mal avec le début de j'écoute ce qu'on me donne et je prends avant de donner mon avis. Voilà, leur expliquer que c'est un passage et que le but étant à la fin qu'ils soient autonomes et que ce soit eux qui soient producteurs d'idées, quoi. Donc voilà, moi c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi en début d'onboarding. D'accord. Et toi, Agathe, comment tu le vois, ce management situationnel? Euh, En fait, c'est vrai que quand on arrive, enfin typiquement si je dois parler d'un cas, enfin de mon cas avec Marine, c'est plus, quand on arrive dans une boîte, on est très, enfin on est hyper excité, hyper motivé, mais finalement d'un point de vue compétences, on sait pas forcément, enfin voilà, on n'a pas encore tous les codes de la boîte, on n'a pas encore les éléments de langage, on maîtrise pas encore vraiment le pitch dans sa globalité, et du coup l'idée c'est plus voilà, d'avoir des différentes étapes dans son onboarding pour comprendre un peu à quel moment je dois sonder Marine, à quel moment c'est moi qui prends la décision. Et du coup, évidemment, on part d'un constat qui est plus de je dis, Marine décide, jusqu'à je dis et, in fine, je décide, je prends la décision que j'ai envie de prendre. D'accord. Ok, très bien. Et peut-être la deuxième chose, Agathe, je t'en prie, mais on a un deuxième truc qu'on utilise pas mal aussi sur l'onboarding. Totalement. C'est ce qu'on appelle, nous, la grille de la confiance, qui fait un petit peu pompeux quand on le donne comme ça. Mais finalement, je me rends compte que j'y crois vachement. C'est que je suis hyper convaincue que les équipes dans lesquelles il y a une forte confiance, en fait, la confiance rend rend la communication plus fluide, les process plus efficaces, et donc in fine, c'est vraiment un cercle vertueux dans le sens où ça augmente la productivité de l'équipe. Et du coup, ce que j'invite les internautes à faire, c'est de se poser la question: qu'est-ce qui est important pour moi pour faire confiance à mon manager? Donc typiquement, si je dois donner un exemple de ce que moi j'ai besoin de Marine, de ce que j'attends de Marine, pour que je lui fasse confiance, c'est premièrement la notion de connaissance. J'ai besoin de savoir qu'elle maîtrise son sujet, qu'elle est experte et qu'elle pourra intervenir en soutien si j'ai des sujets, voilà, des difficultés côté client, par exemple, je sais pas, un sujet de facturation, un sujet de posture, un client qui me ghost, par exemple. Je pourrais en citer un autre aussi qui est un sujet important pour moi, c'est l'authenticité. J'ai besoin qu'on soit vrai entre nous, qu'on ait une relation qui soit pas artificielle, quoi, qu'on se dise vraiment les choses, et que quand on se dit quelque chose, on le pense vraiment, on le dit pas juste pour la reconnaissance, pour la forme ou pour des mauvaises raisons, en fait. Voilà ce qui est important pour moi. Et ça, Agathe, enfin, là, pour le coup, tu le dis à Marine, mais est-ce que tu le Ouais. dis quand tu es onboardé, vous avez une session où vous allez dire au manager qu'est-ce qui est important pour vous? Ouais, totalement. Ok. Arrête-moi Marine si je me trompe, mais il me semble qu'on a fait ça assez rapidement, je crois à partir du premier mois. Et c'est peut-être aussi une petite anecdote un peu perso, c'est que ça a été d'autant plus important pour nous deux, dans le sens où moi, j'ai pas été recrutée par Marine directement, parce qu'il y a eu un petit couac comment on appelle ça là, de Training. préavis. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et du coup, c'est vrai que, étant donné que j'ai rencontré une autre personne, je suis arrivée dans l'équipe de Marine, il y avait une confiance qui, déjà de base, n'est pas établie, parce qu'en fait, on rencontre son manager 3-4 heures, et du coup, avec Marine, qui était encore moins établie, moins présente. Et du coup, cette grille de la confiance nous a vraiment aidé à, déjà, nous connaître toutes les deux, et deuxièmement, à poser un petit peu les bases pour que ça se passe au mieux. Ok. Ouais, carrément. Et juste, effectivement, pour compléter, c'est aussi un outil qu'on utilise encore une fois dans les deux sens. C'est-à-dire, moi, dès le début, elle m'a dit j'ai besoin de ça et ça.
Et elle savait aussi sur quoi moi j'allais l'attendre pour être sereine, pour lui faire confiance à 100% et tout ça. Donc je trouve ça assez puissant comme outil. Ça peut être fait dès le début, mais ça peut aussi très bien être fait au bout de même plusieurs années de relation pour mettre un peu des mots sur des choses assez implicites, hein. Donc elle est toujours bonne à prendre, cette grille de la confiance, je trouve. Ouais, bah, effectivement, c'est un bon conseil, la grille de la confiance. Je ne l'avais pas fait, moi, quand j'ai managé des commerciaux. Ah oui, Agathe, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je voulais aussi ajouter quelque chose, dont on s'est rendu compte dernièrement avec Marine, c'est que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, pendant l'onboarding et c'est aussi quelque chose qu'on peut faire évoluer, 6 mois après, 1 an et demi après et on se rend compte qu'il y a des changements et du coup, c'est bien voilà, de se réaligner sur, les éléments de confiance, mutuelle. Ouais. Et dans le même ordre d'idée, quand, on a préparé l'épisode, en amont, vous m'avez parlé de la notion de manager coach. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous entendez par, manager coach? Qu'est-ce qui est pour vous un manager coach? Je veux bien prendre ce sujet qui en plus, me passionne vraiment et Marine est très douée là-dessus. Hem, pour moi, le manager coach d'ailleurs, je pense que c'est une notion un peu nouvelle, et justement ça fait un petit peu écho à ce que je disais en amont, dans le sens où en fait le manager, enfin en tout cas chez nous, n'est plus responsable, n'est pas responsable de la relation et de la performance et de la montée en compétences. L'idée, en fait, c'est d'avoir c'est de co-construire ensemble l'avenir d'une personne dans une boîte. Et surtout, plutôt que de lui donner des informations descendantes, c'est plus de questionner le manager sur ce qui est important pour lui, ce qu'il a envie de faire. Euh, et en fait, pour moi, ça passe par un questionnement, questionner en fait son manager sur, voilà, comme je le disais, ce qui est important pour lui, ce qu'il drive, etc., plutôt que de lui dire les choses en mode, voilà, t'as telle situation, ben, tu réagis comme ça et tu appliques telle trame. Donc c'est vraiment aider le manager à trouver ses propres solutions qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas les solutions de plein d'autres personnes. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup avec cet aspect-là, c'est que ça va c'est aussi adaptable à des situations très, très pratiques bah, OK, j'ai telle problématique avec un client, qu'est-ce que je devrais faire? Où là, du coup, le but étant de lui faire trouver elle-même ses propres solutions et en tout cas, quelles sont les pistes sur lesquelles tu partirais et pourquoi, hein, et tout ça, jusqu'à des choses beaucoup plus, un peu, alors la limite avec le psy est parfois un tout petit peu floue, mais par exemple, enfin Agathe m'a dit que j'avais le droit d'en parler, mais on a notamment eu un sujet à un moment pour Agathe sur la légitimité et sur en fait, ben voilà, avec ce beau parcours qui a effectivement un peu rien à voir, quel est le, quelle est ma légitimité à être sales dans ce bain de sales. Et en fait, on est vachement allé chercher là-dedans les croyances qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui fait que tu penses ça, à quoi ça fait référence, à quoi ça te sert aussi cette croyance, vs que tu as envie de lâcher pour pouvoir te permettre de faire d'autres choses. Voilà, d'aller vraiment creuser avec des méthodes, une méthode de coaching que nous on appelle Diabolo. Bref, je pense que ça se retrouve sur Internet assez facilement, mais de centrage du problème et d'ouverture avec beaucoup de questions ouvertes sur en fait finalement d'où vient ça et comment est-ce que tu peux faire aussi pour le casser. Et c'est marrant parce que c'était il y a plus d'un an maintenant qu'on avait eu ce coaching là et on en reparlait l'autre jour en se disant qu'effectivement c'était plus du tout un sujet maintenant, donc c'est assez sympa de voir que ça apporte ses fruits, quoi. Et pas toujours attendre que ce soit forcément des choses, des changements dans l'instant, surtout quand c'est des sujets assez globaux comme ça, et que voilà, laisser le temps au temps aussi pour que ça avance, quoi. Ouais, et puis derrière la notion de manager coach, pour moi, il y a aussi du coaching et donc des sessions un peu de formation continue. Qu'est-ce que vous avez instauré dans votre boîte là-dessus? Alors nous, sur la formation continue, on a un peu 2 gros pans, et notamment, aussi en rapport avec l'onboarding, mais on a vraiment des sessions de formation métier
où on va venir travailler séparément les différentes parties du funnel et notamment tout ce qui est challenge client et creuser de plus en plus au fur et à mesure de la montée en compétence des sales. Et après, on a aussi un autre gros pan sur plus, alors peut-être que j'utilise pas exactement les bons mots, mais plus autour quand même du développement personnel qui vont vraiment être autour de l'écoute active, comment est-ce que, enfin la résonance c'est aussi assez spécial, mais plus autour des émotions et de comment est-ce que tu communiques ce que ça te fait plutôt que de rester très tête dans des problématiques notamment qu'on peut avoir avec des clients. Comment est-ce que tu communiques de manière non violente, comment est-ce que tu fais du coaching justement, de l'intervision. C'est beaucoup d'outils en fait qu'on transmet dans les premiers mois et qu'on travaille après par la suite pour vraiment à la fois avoir des sales qui sont pertinents sur leur métier et sur leur relation avec les clients, mais aussi qui grandissent beaucoup en interne. Et c'est, je pense, enfin, dis-moi Agathe ce que tu en penses, mais je pense que c'est aussi en partie grâce à ça qu'on a quand même une très belle rétention, c'est qu'on les accompagne pas simplement sur leur métier, quoi. On essaie de faire en sorte qu'ils grandissent au-delà, quoi. Ouais, Agathe, tu veux Ouais, ajouter quelque chose? totalement, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai même aussi envie d'aller de parler aussi de croyances limitantes que tu n'as pas nommées et qui en fait étaient aussi pour moi euh, le cas en fait quand tu parlais tout à l'heure de légitimité d'un point de vue sales et d'un point de vue client. En fait, c'est que j'étais pleine de croyances limitantes parce que voilà, je pensais que finalement j'étais pas crédible parce que j'avais pas la bonne formation, je sortais pas de top 5 école de co, etc. Et en fait, Marine, via un système de questionnement, m'a fait réaliser qu'en fait, l'un n'empêchait pas l'autre. Et justement, j'ai eu l'impression de me redécouvrir d'un point de vue personnel. Et du coup, je te rejoins vachement, Marine, dans le sens où on a la chance chez Ignition Programme d'apprendre énormément d'un point de vue compétences pures, sales, posture, etc. Mais aussi d'un point de vue perso. Voilà, en allant chercher un petit peu dans les tripes, on aime beaucoup ce terme, mais voilà, pour s'améliorer et je dirais pas devenir une meilleure personne, mais en tout cas être dans une perpétuelle amélioration continue. D'accord. Donc on a déjà parlé de beaucoup d'outils pour optimiser l'accompagnement de commerciaux. On a parlé de recrutement, d'onboarding, de coaching, de formation continue, Mm. de grille de la confiance. Est-ce que vous voyez d'autres éléments, d'autres leviers? Agathe, ouais, tu veux prendre la parole? Ouais, j'aimerais insister sur le sujet d'écoute active. On n'en a pas parlé pendant les différents ateliers nommés par Marine, et j'insiste bien sur la notion d'active. Euh, En tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Euh, on essaie de sensibiliser tant l'interne que les clients là-dessus. Et ça va beaucoup avec la posture de manager coach. Et ce qui est cool avec Marine, c'est que quand j'ai un sujet perso ou pro, en fait, elle me laisse vraiment euh, dérouler ma pensée, ma réflexion et aller au bout de ce que j'ai à dire, plutôt que de me couper parce qu'en fait, elle a envie de poser une question ou elle a envie de rebondir. J'ai même envie de poser la question aux personnes qui nous écoutent, d'essayer de vous rappeler un moment où en fait vous avez réussi à aller jusqu'au bout de votre idée, de ce que vous aviez envie de dire. Et je pense que les fois où on a pu vraiment s'exprimer librement sont assez rares. Et finalement, cette écoute, elle est assez. Enfin, pour moi, elle est hyper clé encore plus dans les sales parce qu'en fait, on permet vraiment à l'autre de dire des choses qu'il n'aurait pas forcément avouées au préalable via des questions ouvertes. Ouais, et si je peux rebondir juste, c'est très très vrai en interne. Et moi, je me rappelle le moment où je suis arrivée chez Ignition et où j'ai entendu pour la première fois cette notion-là et je me suis dit waouh, t'es vraiment une mauvaise personne parce qu'en fait t'as jamais écouté quelqu'un de manière vraiment active. C'est un travail qui est pas si compliqué que ça une fois qu'on l'a en tête, mais aussi enfin c'est très très puissant avec les clients en fait de sentir aussi que qu'on est pleinement écouté. Bah, comme je viens de le dire, ça arrive pas très souvent, enfin comme Agathe l'a dit aussi, mais ça arrive tellement peu souvent que rien que d'écouter pleinement, profondément la personne qu'on a en face, quoi, ça change déjà tout en termes de relations clients. Et voilà, c'est un exercice qui, je trouve, est assez difficile au début et il faut vraiment se forcer un peu. Et après, je trouve que ça change vraiment pas mal de choses, notamment la relation managériale, quoi.
Et tu as une méthode, Marine, ou pas? Ben, en fait, la méthode, c'est juste de se taire, quoi. Mais sincèrement, c'est-à-dire que juste quand on écoute et qu'on a envie d'intervenir, quel que soit ce qu'on a à dire, enfin, c'est forcément moins intéressant que ce que la personne va dire, parce que on va essayer d'interpréter, ça va être biaisé, ça va être plein de ce que nous on a vécu, de ce qu'on pense, de ce qu'on aime, de ce dont on a peur et tout ça. Et donc, forcément, ce sera plus intéressant d'écouter l'autre et de savoir ce qu'il a envie de rajouter plutôt que de nous parler. Et une fois que j'ai capté ça, moi, j'ai vachement plus eu envie de me taire déjà. Et après, j'avais un autre petit point, c'est que moi, j'avais beaucoup de peur autour du blanc et de qu'est-ce qui se passe en fait si je parle pas. Je dis pas que je l'ai complètement résolu, mais quand même. Et en gros, c'est vraiment, en fait, quand on parle pas, il se passe plein de belles choses. Et une fois qu'on voit ça, encore une fois, ça donne vraiment envie de laisser cette place-là pour voir ce qui se passe, quoi. Ouais, mais c'est vrai que, bon, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast, mais par exemple dans la négociation, la gestion des silences est primordiale, hein, Mm. donc, et dans le management également, et dans la vente, et dans beaucoup de choses. Carrément. Ouais, Agathe? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hyper puissant. Les silences sont hyper puissants dans la négo, enfin, dans la vente au global. Et je me surprends moi-même aussi à être de plus en plus à l'aise avec ça. Et j'avais juste envie de compléter ce que tu disais, Marine, sur l'écoute active. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'écoute pas ou qu'on n'est pas en écoute active, en fait, on se projette dans le problème de l'autre. Et ce qu'on a envie de faire, c'est plus de dire à la personne, ben, moi, il m'est arrivé la même chose il y a un an, et voici ce que j'ai mis en place, voici ce qui m'a aidé, et quelle a été la solution. Alors qu'en fait, on est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins comme on l'a évoqué ensemble. Et du coup, c'est hyper important, premièrement, d'écouter jusqu'au bout, je précise, et aussi de poser des questions, encore une fois, pour permettre à la personne en face de trouver ses propres réponses, et surtout les réponses qui sont en corrélation avec ses valeurs, et voilà, et la personne, quoi, finalement. Ouais, très bien. En préparant l'épisode, on a aussi parlé un peu des moments de cohésion qu'on peut essayer de créer pour maintenir une motivation élevée. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? Je peux peut-être commencer et puis Agathe, tu me diras ce que tu en as pensé. Enfin, je sais ce que tu en as pensé, mais je veux bien que tu partages. On fait beaucoup de moments de cohésion, de séminaires, de travail en équipe chez Ignition. Et je sais que moi, c'est un des trucs qui me fait vraiment rester dans le sens où en fait, on a forcément des moments de moins bons et de revoir ces moments ensemble, moi, ça me donne vachement d'énergie à chaque fois. Et donc typiquement, on a au moins, chaque année, on a au moins 2 séminaires de toute la boîte, quand bien même on commence à être quand même beaucoup maintenant. Et après, on a des séminaires aussi d'équipe sales et des séminaires de sous-équipe par team lead, quoi. Et donc, ça fait voilà, une bonne 6-7 échanges au moins par an autour de vraiment cette cohésion et cette envie d'être ensemble, quoi. Et c'est aussi les moments où on va beaucoup utiliser tous ces outils qu'on a ensemble d'écoute, de résonance et tout ça, pour pouvoir partager. Et c'est un truc je me rappelle, beaucoup surpris quand j'étais arrivée chez Ignition, mais que je trouve très très puissant. C'est en fait, on va aller poser des questions qui mettent vraiment, qui sont un peu tabous d'habitude, type, en fait, qu'est-ce qui te ferait partir demain, quoi? Et au contraire, qu'est-ce qui te ferait rester, bien sûr, mais d'avoir aussi ce pan-là de sincèrement, qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qui te bloquerait au point de partir si un jour tu dois partir? Au début, je me suis dit: «Waouh, mais quelle idée de poser cette question, quoi!» Et en fait, sincèrement, maintenant que je la pose, ça fait toujours un petit peu peur avant de la poser. Et une fois que tu l'as posée, en fait, tu te rends compte que ce que tu récupères est vachement plus vrai et vachement plus intéressant que si tu l'avais pas posé et que tu avais mis un petit peu de beaux films pailletés au-dessus pour être sûr que ça sorte jamais, quoi. Donc moi, c'est un des trucs, un des moments, en tout cas, c'est les moments dans l'année qui me permettent, moi, de bien me reposer les bonnes questions, de aussi pourquoi je suis là et tout ça, et de m'assurer auprès de mes équipes aussi de mon équipe, que effectivement, ils sont là pour les bonnes raisons et qu'ils ont envie d'y être, quoi. Donc moi, j'avoue, j'adore ces moments-là.
C'est à quelle fréquence à peu près? Ben, du coup, c'est, à peu près 2 fois par an pour la boîte, Ouais, à peu près 2 fois par an pour l'équipe sales et nous, je pense aussi qu'on va être autour de 2 fois par an. OK. Très bien, Voilà. très bien. Vous appelez ça des team building? Des séminaires, des team building, ça varie mais c'est toujours aussi cool. OK. OK. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, mais il y a un gros turnover, notamment dans les fonctions de vente, dans les entreprises. Donc toutes ces choses, en fait, qui te permettent, à un moment donné, de sortir un peu du cadre du travail, peut-être de poser aussi des questions, franches, comme tu l'as dit, hein: «Qu'est-ce qui te ferait partir demain?» Ça peut sans doute permettre d'améliorer, des choses qu'on ne ressent pas ou qu'on ne voit pas dans l'entreprise. Et il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est, ou on en a peut-être parlé au début, mais c'est les perspectives d'évolution. Là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous arrivez à motiver des équipes en échangeant sur les évolutions possibles d'un poste? Bah, je veux bien commencer, mais que tu complètes, Agathe, toi, très concrètement aussi, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Mais, c'est, je sais pas si c'était ma perception aussi de ce qu'est censé être un manager, mais pour moi, c'était très important dès ma prise de fonction d'être capable d'amener en fait, bah, là où enfin de travailler vraiment fortement cette rétention et d'amener les personnes de mon équipe là où ils ont envie d'aller, dans leur futur, quoi. Et donc, assez rapidement, je me suis mis d'ailleurs avec ma manager de l'époque sur en fait la construction vraiment des tracks de carrière chez nous. Ça faisait un moment qu'on en parlait, qu'on en avait fait, mais qui n'était pas spécifique aux sales. Et alors, au-delà d'avoir adoré l'exercice de le construire, je trouve que c'est vraiment puissant parce que ça permet de enfin, je veux dire, les postes de sales sont quand même en général des postes par définition assez répétitifs. Bien sûr qu'on a des clients différents et qu'il y a toujours de la montée en compétences, mais je veux dire, il y a, par définition, c'est les mêmes types de tâches. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que pour moi, ça permet vachement de leur permettre de se projeter sur qu'est-ce qui fait que mon job sera différent d'ici 6 mois, 1 an, quoi. Et donc, nous, en gros, on a des tracks de carrière assez, enfin, je pense qu'ils sont assez classiques, mais on est soit très orienté sur le management, donc comment est-ce que je vais faire grossir l'équipe et contribuer à la formation et tout ça. Un pan plus sur les nouveaux business, les nouvelles villes, les nouveaux business models, tout ce qui n'existe pas encore et le fait de les construire et de les lancer. Et une track aussi un peu plus, évidemment, qui dépend aussi des besoins de la boîte, mais plus sur le changement de type de de job. Par exemple, on a quelqu'un chez nous qui est passé des équipes coach, donc plus talent, et qui est passé sur du produit. Donc, comment est-ce qu'on accompagne aussi ce changement qui a, pour le coup, assez rien à voir, quoi. Euh, et donc, très preneuse, Agathe, que tu parles un petit peu de toi, de cette évolution-là. Ouais, avec grand plaisir, et surtout que c'est effectivement, comme tu le disais, Alexandre, un sujet aussi qui pourrait aussi entraîner des départs si jamais il n'y a pas de trajectoire assez claire. Et surtout que les populations sales sont quand même des populations assez drivées par le challenge, donc il faut souvent les alimenter en, en nouveaux projets et autres. Et c'est effectivement quelque chose qui m'a aussi assez étonnée quand je suis arrivée chez Ignition Programme, où en fait, moi, j'avais toujours été habituée voilà, à faire mon job et sans forcément travailler sur des side projects ou faire des choses qui, comme le dit souvent Marine, me font kiffer et m'animent en fait au quotidien. Euh, et du coup, c'est ce qu'on a mis en place avec Marine et l'idée pour pas que ça se fasse un peu manger par l'opérationnel dans des périodes un peu de rush, c'est qu'on a mis en place des discussions mensuelles avec Marine pour voir comment je faisais évoluer ça en parallèle de mon job classique. Et du coup, je trouve ça assez cool aussi de pouvoir bosser sur des side projects et encore une fois sur des sujets qui me plaisent. Et j'aimerais bien aussi faire un, un petit écho au management situationnel dont on a parlé initialement. En fait, moi, c'est un sujet qui me touche actuellement, donc je me sens assez, je trouve ça chouette d'en parler. C'est que du coup, le fait d'avoir un nouveau challenge, ça me permet de me repositionner en situation de D1. Vous verrez dans le schéma du management traditionnel, situationnel, pardon, c'est voilà de me remettre un peu dans une situation où
où je dis mais je décide avec Marine et on co-construit ensemble le nouveau poste, les décisions, etc. Marine, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste rajouter le fait que, en fait, moi, ce qui me gênait au début, c'est que j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup d'évolution au moment des évals annuels ou même, biannuels, mais qu'en dehors de ça, en fait, c'était un petit peu, «Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça il y a 6 mois, mince, j'ai absolument rien fait pour, quoi». Et ce côté, mensualiser un peu un point qui est vraiment un point, c'est pour eux, quoi. S'ils ont pas avancé, c'est pas grave, enfin, je veux dire, c'est pas grave, c'est eux qui sont responsables de le faire avancer, mais c'est juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas aussi à un moment un sentiment de ah ouais, mais de toute façon, en fait, j'étais tellement prise que j'ai absolument pas pu évoluer dans mon envie, dans ce que j'avais envie de développer. Et ce qui pour moi aussi est un gros risque de départ. Donc voilà, de pouvoir bien en parler assez régulièrement. C'est pas du tout pressurisant, mais c'est vraiment plus, voilà, tu t'étais mis ça en objectif. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as toujours envie de faire? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire de différent? Et je trouve ça assez cool de l'avoir chaque mois finalement. Ouais. En fait, la problématique des perspectives d'évolution, c'est que tu peux aussi un peu vendre du rêve, et promettre des choses finalement qui sont pas réalisables, réellement. Et donc, il faut aussi penser à, comme vous l'avez dit, à parler, au-delà de l'évolution d'un poste, ça peut être des side projects, des nouveaux business, des nouvelles missions dans le poste. Et ça, il faut être assez clair là-dessus parce que, enfin, on peut vivre aussi cette situation où on vous dit: «Dans 6 mois, tu vas avoir tel poste» et en fait, il ne se passe rien et puis et après on remet ça 6 mois plus tard et c'est plus négatif qu'autre chose, quoi. Ouais, Agathe? Ouais, totalement. Et peut-être aussi, j'aurais envie aussi parfois de nuancer un peu, parce que c'est vrai qu'en start-up, enfin, tout va vite. C'est un peu un. J'ai une collègue qui utilise beaucoup l'expression tremblement de terre, mais c'est vraiment le cas. Ça se bouscule, il y a des opportunités qui se créent. Je pense qu'il faut aussi savoir les saisir. Il ne faut pas attendre en fait qu'on nous dise voilà, il y a cette opportunité, j'ai pensé à toi. Je pense que c'est aussi à nous à être, enfin, nous managers, à être proactifs et à saisir les opportunités voilà, qui nous animent à l'instant T. Marine? Ah, tu ton Ah micro oui, qui est pardon. Non, je disais, je suis complètement d'accord avec Agathe et ce que je trouve, enfin, ça revient un peu à ce qu'elle disait précédemment, mais moi, j'ai vachement, changé de perception aussi sur quel était mon rôle en tant que manager et ce que je crois que je commence vraiment à toucher du doigt en ce moment, c'est cette notion de co-responsabilité et de où est-ce que s'arrête la responsabilité du manager et où est-ce que commence celle du manager. Et pour moi, ce côté aussi, bah, responsabiliser sur leur montée en compétences tout en leur donnant un peu les outils, pratiques pour le faire, les aide aussi à prendre beaucoup plus de place, de proactivité et à les faire, devenir aussi plus créatifs et tout ça et moi, c'est un truc qui me taraude pas mal, sur comment est-ce que je maintiens ça, notamment dans des périodes business un petit peu plus compliquées et tout ça et je trouve que c'est un bon moyen en tout cas de garder ça. très bien. Alors, on arrive à presque 40 minutes d'interview. Avant de clôturer le sujet, est-ce qu'il y a des choses, que vous vouliez ajouter sur les leviers de motivation des commerciaux? Où on a fait quand même un très bon tour avec beaucoup de conseils applicables? Moi, un tout petit conseil, enfin, je sais pas si je peux trop me permettre de donner un conseil, mais en tout cas d'expérience, pour des personnes qui commenceraient à manager, pour revenir un tout petit peu sur le process com, je trouve ça très important de bien se connaître et de savoir qu'est-ce qui marche bien pour nous, pour commencer plutôt avec des personnes qui alors je sais pas si c'est nous ressemblent, moi, c'est peut-être plutôt des personnes qui nous ressemblent mais qui me ressemblent, mais c'est pas toujours le cas, mais je sais que moi, ce qui a très bien marché avec Agathe et vu que c'était ma première manager, c'est qu'en fait, c'était très, très simple pour moi de la comprendre et je pense que c'était assez réciproque et de voilà, de pas forcément chercher à se challenger tout de suite avec des personnalités totalement opposées ou en tout cas totalement incompréhensibles pour nous, quoi. Je pense que c'est un conseil que j'aimerais bien me redonner si jamais j'avais pas fait, dès le début, quoi. Ouais, c'est vrai que quand on recrute une équipe, c'est souvent plus, «facile» entre guillemets que quand on prend une équipe qui est déjà en place, parce que, effectivement, comme tu l'as dit, on peut se faciliter la tâche en recrutant des personnalités qui sont compatibles. Carrément et ce que je trouve désolée, je finis juste sur ça, mais ce que je trouve très important, notamment sur les premiers managers, c'est qu'il y a vraiment cette notion de on se choisit aussi, à 2. Alors là, c'était pas tout à fait le cas pour Agathe, mais on a eu cette phase-là après, heu
Et honnêtement, pour la partie justement, quelles sont les attentes et tout ça, je trouve ça important d'avoir bien pu valider ce truc-là, même si c'est quelqu'un qu'on reprend, mais qu'on sache que vraiment c'est un choix mutuel et qu'il y a la possibilité que ce soit un non. Je trouve ça assez important aussi. Et Agathe, toi, tu veux finir sur quelque chose? Ouais, avec plaisir. En tout cas, enfin, moi, ce en quoi je crois, c'est qu'il faut libérer la parole assez rapidement. Et je pense que le meilleur conseil, même si je ne sais pas si je suis bien placée pour le faire, mais disons ce que j'ai envie de dire, c'est plus oser poser les questions des questions de début, oser poser des questions qui fâchent. Il n'y a pas de sujet tabou. Et en fait, dans une relation, je suis persuadée qu'on avance quand les choses sont dites, quand les choses sont claires. Et on est des humains, donc parlons-nous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions de la fin. C'est des questions un peu ping-pong que je pose à tous les invités. Donc voilà, vous allez voir, il y a 4 questions. Donc d'abord, en termes de contenu, est-ce qu'il y a des choses que vous conseillez, que ce soit sur la vente ou sur d'autres sujets? Ouais, pardon. Moi, c'est un bouquin qu'on m'avait conseillé, une personne très sage que j'avais croisée, qui était ma cliente à l'époque, et qui m'avait conseillé, à mes débuts de management, de lire, un bouquin qui s'appelle First Break All the Rules, de Marcus Buckingham. Pardon, non, ça c'est celui dont on vous parle après, pardon. Non, je sais plus qui est l'auteur d'ailleurs de ce truc-là. Il me semble que c'est celui-là, mais j'ai un doute. Bref. Mais donc ce livre-là qui, en fait, donne pas mal de choses très concrètes sur comment en fait retenir les talents en interne, et notamment avec des petites questions. J'avais fait l'exercice avec Agathe, qui est très sympa pour comprendre comment est-ce que tu crées un environnement qui maintient les bonnes personnes chez toi, quoi. J'avais beaucoup aimé. Ok, très bien. Ben, c'est Kurt Kaufman et Marcus Ouais, Buckingham, voilà. c'est bien ça. Et toi, Agathe? Moi, j'ai pas forcément de livre à proprement parler sur le management parce que du coup, c'est pas ma position. Et moi, je suis plus livre de vente pure ou de développement personnel. Peut-être le livre qu'on pourrait citer, et peut-être Marine en parle mieux que moi, c'est le livre sur les langages de l'amour de Gary Chapman. D'ailleurs, on a même mis ça en pratique dans notre équipe. Si Marine, tu veux en toucher deux mots peut-être. Ouais, j'avoue, c'est un truc dont j'avais entendu parler plus pour les relations personnelles, quoi, mais que je trouve assez sympa en fait à faire même au boulot, parce que typiquement, pour donner un exemple très très rapide, mais moi je suis très tactile et du coup je transmets beaucoup mon énergie, mon envie à travers, bah, enfin voilà, juste des petites tapes sur le dos, quoi, enfin très pratiquement parlant. Et du coup, je sentais qu'avec certains ça marchait très bien et d'autres beaucoup moins. Et du coup voilà, on a mis un peu les choses sur la table en disant, bah voilà, comment vous vous aimez recevoir du soutien, en tout cas, si on peut pas forcément parler d'amour, mais ça m'a beaucoup aidé sur comment agir un peu avec chacun pour les motiver aussi, quoi. Très bien. En termes d'outils ou de routines qui vous aident à être performant au quotidien, vous avez quoi à conseiller aux auditeurs? De mon côté, je vais pas réinventer la roue pour le coup. Moi, ce qui m'aide à être performant et surtout ce qui m'aide à me à me régénérer de bonnes ondes, c'est le sport. Je pense comme un, un bon sales qui se respecte. Donc une bonne routine sportive. Je pense que je suis assez assidue et chez Ignition, on a aussi une équipe de sportifs chez les sales, donc c'est cool. Ça nous permet aussi de partager des moments en dehors du job. Et l'autre point qui m'aide aussi vachement à me concentrer quand j'ai un petit peu le cerveau qui a tendance à se mettre en mode on sur plein de sujets, c'est le, la possibilité de mettre son iPhone en mode concentration, de ne recevoir finalement aucune notification, qui est quand même toujours, on est toujours happé par la lumière et par l'information. Donc mettre un petit peu tout en mode off m'aide vachement à avancer sur mes sujets. Et Marine? Ouais, alors moi, un petit peu différent, j'aime bien le côté data, et ça s'applique aussi pas mal dans
dans mon perso, mais j'aime bien un peu les outils de tracking et typiquement, j'ai 2 apps, que j'utilise que j'aime bien. Un qui s'appelle Monsieur Mood, qui du coup m'aide en gros à garder une trace de quels sont, les moments où c'était, plus difficile pour moi niveau mood et quels moments je suis très positive et aussi pour pouvoir anticiper, un peu les périodes typiquement de l'année où ça m'arrive, de manière récurrente et tout ça. Et j'en ai une autre, ce qui s'appelle Habit, et qui permet en fait de traquer les habitudes. Donc, typiquement, pareil, que ce soit sport, que ce soit, alors moi j'écris, donc du coup je traque un petit peu les moments où j'écris plus que d'autres, les moments où je bois plus d'eau que d'autres, enfin peu importe, ça peut être un peu n'importe quoi, mais c'est le côté en fait comment est-ce qu'on ancre une habitude et le fait de juste checker, hop, sur la to do, moi je sais que j'adore ça, donc ça m'a pas mal aidé à lancer aussi mes bonnes habitudes, quoi. Ouais, sur les habitudes, il y a un bouquin de Onur Karapinar sur le pouvoir des habitudes. C'est assez intéressant. Ça vous aide à comprendre qu'en fait, il faut répéter une action pendant une trentaine de jours, un peu plus, et après, ça va ancrer une routine positive. Ouais. Il me Tu reste disais deux questions. Ouais, pardon, tu ouais, disais le Agathe. pouvoir des habitudes, c'est ça? Je suis pas certain de la référence, OK. mais si, attends, je vais te la trouver tout de suite. Onur Ouais, c'est ça. Karapinar, c'est ça, ouais, le pouvoir Ouais, des habitudes. OK, Ouais. super. Onur qui est présent sur LinkedIn, vous pouvez le contacter et qui va sans doute passer dans le podcast. Il me Top. reste deux questions pour finir le podcast. Est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que vous n'avez pas, que vous rêveriez d'avoir? Et après, je vous demanderai qui me conseillerez-vous d'inviter sur le podcast? Alors moi, si je la trouve sympa cette question. Elle m'a pas mal tourné avant de trouver une réponse. Je pense que mon rêve, ce serait de vraiment avoir un cerveau qui est capable de traiter de la manière plus efficace et la plus précise possible quelles sont en fait les peurs qui sont rationnelles et qui ont une raison d'être là, et celles qui au contraire feraient très très bien d'être évacuées et d'être dépassées. Et je trouve que c'est le truc, le plus difficile, en tout cas moi en ce moment dans mon métier, de manager et aussi potentiellement dans ma vie perso, mais qui me permettrait voilà d'être un peu plus efficace et plus rapide aussi dans mes prises de décision notamment. Ouais, là, il y a un bon exercice à faire, hein, c'est d'écrire sur un papier tes peurs et en face, quel est le pire qui puisse t'arriver. Et souvent, tu te rends compte que finalement, Mmh. c'est pas si grave, même si le pire arrive, quoi. Ouais, ouais. On nous conseille souvent ça aussi chez Mission, donc et d'ailleurs un très bon truc nous qu'on fait, ce qui s'appelle l'intervision là-dessus, si jamais vous voulez aller regarder, mais c'est vraiment une méthode qui permet de poser plein de questions ouvertes en fait à la personne qui pose son problème et effectivement une des questions qui revient souvent c'est quoi le pire? Et en fait, souvent effectivement pas grand chose. Ouais. Agathe, toi, est-ce que tu as une compétence que tu aimerais avoir? Ouais, plein. Il a fallu faire un choix pour aujourd'hui. Hem, je pense que moi, ce que je rêverais d'avoir et que je n'ai pas, c'est le côté un peu, avancé sans se soucier du regard des autres et aussi de mes peurs. En fait, je résumerais ça en un verbe, c'est vraiment ma capacité à oser, avoir un côté un peu fonceur, à me lâcher et à me dire, «OK, en fait, si ça marche, bah, c'est top et si ça marche pas et ben, c'est pas grave, j'aurais appris plein de choses et au moins j'aurais testé sans avoir de regrets». Parfois, je suis un petit peu trop, à peser le pour et le contre et j'ai du mal à vraiment à agir et à prendre une décision. Donc ça m'aiderait vachement de moins m'en poser et de foncer. Après, je pense, Agathe, enfin, je te rassure, je pense que c'est le regard des autres plus la capacité à passer à l'action, je pense que c'est 2 choses qui freinent 90% des gens sur plein de sujets, hein. Ouais, j'imagine, c'est un peu un sujet actuel, mais Ouais. ouais, je sais pas si probablement il existe des sources que j'ai pas, dont je me suis pas inspirée, mais j'ai bon espoir, de corriger ça. OK. Et enfin, dernière question pour finir le podcast, est-ce que vous avez quelqu'un invité sur les héros de la vente? Moi, je pensais, alors pas forcément à une personne en particulier parce que c'est une partie de ce client de mon client que je connais un peu moins, mais moi un des clients qui me passionne et dont j'ai toujours été assez admirative, c'est, tout ce qui est le startup studio M33 et notamment avec Théodo qui est plus, connu là-dedans, où vraiment ils ont des méthodes d'apprentissage autour du lean management notamment que je trouve juste
incroyable. Et donc je trouverais ça passionnant, pour moi-même, d'écouter un podcast sur une de ces problématiques-là, et notamment sur la manière de vendre aussi, et d'appliquer ce lean-là aux sales chez eux. Donc voilà, moi je te conseillerais d'aller chercher soit le head of sales, soit un de leurs sales pour cette partie lean management que je trouve très intéressante. Ok, bah écoute, on va trouver ça sur LinkedIn. Et puis si jamais ils écoutent le podcast, vous êtes les bienvenus. Et toi, Agathe? Moi, ça me ferait très plaisir que tu discutes avec un team lead chez Mocacar qui s'appelle Kevin, avec qui j'ai pas mal échangé. Et ce que je trouve chouette, c'est que déjà, évidemment, je sais pas si tu connais ce qu'ils font, mais eux, ils essayent de faire de la santé mentale une priorité en entreprise. Et du coup, pas mal de synergie avec ce qu'on s'est dit sur le coaching, sur comment s'améliorer tant d'un point de vue que d'un point de vue pro que d'un point de vue perso et pro, pardon. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, ils sont dans la startup est en forte croissance en ce moment, et ils sont en pleine constitution de l'équipe sales. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont une dizaine de personnes, et du coup, je trouverais ça intéressant aussi d'aller spotter un peu comment on fait finalement pour construire une équipe sales, ce qu'on va chercher, et comment on avance en parallèle dans les objectifs de croissance. Eh bien, écoutez, très bien, on arrive à la fin de l'épisode, on a tenu le timing, et effectivement, Moka, j'ai testé le service, très sympa comme entreprise. Ouais, hyper chouette. Ouais, vraiment sympa. Et donc, Marine et Agathe, merci encore pour votre disponibilité. Comment on fait pour vous joindre si on a envie de faire appel à vos services et de collaborer avec vous? Alors nous, c'est très simple, parce qu'on est toutes les deux les premières arrivées de ce nom. Donc toutes les deux, c'est notre prénom, donc Marine ou Agathe, @ignition-programme.com, et on vous répond, à part si vous tombez dans nos spams, mais normalement non. Donc sinon, on vous répond sans faute. Et l'autre possibilité, tout simplement, c'est de venir nous contacter sur LinkedIn. Tout à fait. Toujours un plaisir de vous répondre. Parfait. Écoutez, merci encore. N'hésitez pas à partager le podcast si celui-ci vous a plu, et à me proposer des sujets autour de la vente, du management, du recrutement. Il y a tellement de choses à dire, donc on est preneurs. À bientôt, Agathe et Marine. À bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site lesheroesdelavente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous!